Un cœur glaçant de voix désespérée résonne dans l'obscurité, posant toute la même question, qu'est-ce qu'il va faire? La tension monte alors que la peur et l'anticipation de la foule deviennent presque tangibles. Une voix vive et furieuse brise la tension, exigeant des réponses de Sun Jacques alors qu'une lumière ardente et sinistre perce le paysage urbain assombri en contrebas, l'atmosphère crépite d'urgence et d'effroi, ne laissant aucun doute sur le fait que quelque chose de radical est en train de se produire. S'élevant au-dessus des ombres de la ville, le protagoniste entame une ascension avec une détermination féroce, serrant un bâton radiant qui flamboie comme un phare, sa cape en lambeaux tourbillonne derrière lui, captant la lumière alors qu'il se prépare à affronter l'inconnu. Le moment est lourd d'anticipation, son prochain mouvement changera tout. La question plane dans l'air, tranchante et chargée, qu'est-ce que je vais faire? Un sourire confiant, presque défiant, rompt la tension, laissant présager une décision audacieuse qui mûrit sous la surface. La résolution du protagoniste transparaît à travers la sueur et la pluie, prêt à affronter la suite. Avec un regard féroce perçant à travers la pluie, il déclare son intention avec une confiance inébranlable, serrant son épée incandescente. Le protagoniste est prêt à déchaîner sa colère sur ceux qui se dressent sur son chemin. Les lumières de la ville se brouillent sous lui alors que sa détermination brûle plus fort que jamais. Un avertissement puissant brise la tension, cet ennemi est loin d'être une horde désorganisée. La structure lumineuse et complexe en dessous suggère une force plus profonde et plus redoutable qui rassemble ses forces dans l'ombre. Une main ferme agrippe l'épée rougeoyante, dont les circuits pulsent de puissance alors que la pluie ruisselle sur le gantelet blindé. La voix du protagoniste transperce la tempête avec une certitude inébranlable, rien à craindre. Pourtant, sous cette déclaration calme, les yeux rouges et sinistres d'une menace tapie brûlent intensément dans l'ombre. Le rugissement défiant du protagoniste brise le silence, ses yeux brillants d'un feu intense et inflexible, les ombres se multiplient autour de lui, formant des doubles inquiétants qui reflètent sa détermination farouche. Sa voix coupe la tension, déclarant hardiment que toute sous-estimation de son pouvoir est une erreur fatale. La voix du protagoniste résonne avec une résolution inébranlable, assurant à ceux qui l'entourent que les secours sont arrivés, alors qu'il mène une charge déterminée. De multiples doubles d'ombre imitent chacun de ses mouvements, amplifiant sa présence et sa force. La peur commence à céder la place à l'espoir alors qu'il promet le salut à tous. Une voix désespérée nargue Sun Jacques, le tentant avec des promesses de retrouver son identité, sa richesse et même l'immortalité, mais avant que les mots ne puissent porter, une force puissante fracasse l'écran, coupant la supplique dans une explosion d'énergie et de bris de verre. Avec une déclaration féroce, le protagoniste rejette les offres tentantes en criant « Je ne veux rien de tout ça ». Alors que des éclats de verre pleuvent, il descend avec puissance, brisant les illusions et rompant les liens avec les fausses promesses. Les écrans brisés scintillent avec des visages déformés et angoissés, leur voix résonnant dans le vide. Au milieu du chaos, une question désespérée transperce le bruit « Alors, qu'est-ce que tu veux, bordel ?» La tension monte alors que les véritables intentions derrière les illusions sont en suspens. Avec une détermination féroce brillant dans ses yeux ardents, le protagoniste déclare son véritable désir en criant « Je veux ce ciel ». Sa résolution transperce les ténèbres, signalant un rejet puissant des fausses promesses au profit de la conquête de son propre destin. Avec une conviction inébranlable, le protagoniste lève son arme vers le paysage urbain lumineux, déclarant son vœu de ne plus jamais me voiler les yeux. Sa posture dégage une clarté nouvelle et une détermination à affronter la réalité de face. Alors que l'aube pointe à la fenêtre, la pièce calme reflète un moment de doute et de confusion. La question persiste dans l'air, n'était-ce qu'un rêve? Le calendrier et les livres se dressent comme des témoins silencieux de la frontière fragile entre réalité et illusion. La scène se déplace vers un bureau tranquille parsemé de cartouches de jeux et d'une console portable, suggérant un repli dans l'escapisme. Une main agrippe la chaise, tandis qu'une voix critique, « Tout ce que tu fais après l'examen d'entrée à l'université, c'est jouer et dormir », soulignant une tension entre responsabilité et évitement. Une silhouette se tient fermement dans l'encadrement de la porte, silhouettée par la lumière vive derrière elle, ordonnant au protagoniste de se lever et d'aider aux tâches ménagères. La présence d'un chien à ses côtés ajoute du poids à l'interruption soudaine, brisant l'évasion du protagoniste dans le jeu. Saisi par un choc soudain, le protagoniste tend la main instinctivement, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Le silence pèse lourd alors qu'il lutte pour saisir la réalité qui lui échappe. Le protagoniste se retrouve seul dans une pièce vaste, froide et stérile, enveloppé de brume et de silence. Confus et frissonnant, il se demande où il est, submergé par le vide glacial qui l'entoure.
Surpris et désorienté, il lutte pour donner un sens à son environnement, remettant en question la réalité de sa situation. La confusion le gagne alors qu'il se rappelle avoir tout juste terminé le Gaokao, croyant fermement être en 2025, le silence froid ne fait qu'accentuer son malaise, le laissant désespérément en quête de réponse. Le choc du protagoniste s'intensifie lorsqu'il remarque la date sur un appareil à proximité. Nous sommes soudainement en 2030, 5 ans après ce qu'il croyait. La confusion et l'incrédulité l'envahissent alors qu'il se demande comment le temps a pu faire un tel bond. Pendant ce temps, un nouveau journal vidéo commence, indiquant 15h51, laissant présager des réponses à venir. Le protagoniste réalise qu'il est piégé dans un vaste labyrinthe de couloirs métalliques carrés et interconnectés sans sortie visible. Les murs de métal froid et inflexible forment un dédale massif, renforçant son sentiment d'isolement. Confus et désespéré, il admet n'avoir aucune idée de la façon dont il a atterri ici. Ses souvenirs s'arrêtent brusquement après cet été suivant le Gaokao, laissant un vide douloureux dans son esprit, tels les fragments d'un puzzle éparpillé. Des morceaux de son passé le narguent mais refusent de former une image complète. L'incertitude le ronge, approfondissant son sentiment de perte et de confusion. Il admet ne se souvenir de rien après ce moment, remarquant seulement que l'heure sur son téléphone indique 2030, ses souvenirs fragmentés ressemblent à une pièce de puzzle manquante, aggravant sa confusion et sa peur. Le protagoniste arrive à une conclusion glaçante, il a peut-être perdu 5 années entières de souvenirs. Ce vide approfondit le mystère de sa situation actuelle et des fragments de son passé. La frustration déborde lorsque le téléphone du protagoniste s'éteint au pire moment possible, le coupant du monde alors qu'il en a le plus besoin. Sa colère éclate dans un juron cinglant, blâmant l'appareil pour sa situation critique. Soudain, un bruit étrange résonne dans l'espace sombre, le mettant en état d'alerte maximale. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il lève instinctivement les yeux, le cœur battant entre peur et anticipation. La tension monte d'un cran lorsqu'un fracas retentissant brise le silence, signalant que quelque chose ou quelqu'un est proche. Sortant prudemment de l'écoutille sombre, la frustration du protagoniste explose alors qu'il exige des réponses de cet environnement troublant et inconnu. Des ombres de machines menaçantes se profilent au-dessus de lui, renforçant le sentiment d'effroi et de confusion. Soudain, un son glaçant résonne dans la pièce, suggérant qu'il n'est pas seul. Ses yeux captent une faible lueur rouge devant lui, un écran mystérieux qui s'allume en vacillant, se demandant s'il est tactile. Il tend la main, espérant que cet étrange appareil pourra lui offrir quelques réponses. L'hésitation le gagne alors qu'il contemple les conséquences inconnues d'une pression sur le bouton lumineux. Malgré l'incertitude, il sait que cela pourrait être sa seule chance de découvrir les secrets cachés dans ce lieu sinistre. D'une pression hésitante, son doigt active le bouton rougeoyant, déclenchant une réaction immédiate et intense. Ses yeux s'écarquillent de choc alors que l'air autour de lui semble onduler sous l'effet d'une énergie inattendue, signalant que quelque chose dépassant son contrôle vient d'être libéré. Soudain, il se retrouve suspendu dans les airs, l'incrédulité l'envahissant alors qu'il se demande s'il peut réellement voler. La possibilité de magie ou de super-pouvoir le submerge, brouillant la ligne entre la réalité et l'impossible. Un mélange d'émerveillement et d'incrédulité se lit sur son visage alors qu'il prononce un « Ah », stupéfait, la réalité de son nouveau pouvoir s'imposant à lui au milieu des fragments tourbillonnants qui l'entourent. Suspendu dans l'immensité de l'espace, il est stupéfait de réaliser combien de satellites l'entourent. Submergé par cette technologie avancée, il se demande comment autant de progrès ont pu être accomplis en seulement 5 ans et en quelle année il a réellement atterri. La panique monte lorsqu'il réalise soudain qu'il chute de manière incontrôlée, ses yeux écarquillés et son visage trempé de sueur révèlent la terreur de perdre sa nouvelle capacité à rester en l'air, la dure réalité s'abattant sur lui. Le désespoir le gagne alors qu'il lutte pour reprendre le contrôle, s'exhortant frénétiquement à agir avant qu'il ne soit trop tard. Entouré de caisses et de débris flottants, il sait que tomber maintenant signifierait une mort certaine. Son esprit s'emballe, cherchant la moindre chance de se sauver dans cette chute libre chaotique. Poussé par le désespoir, il frappe frénétiquement le torse blindé du robot, le suppliant de s'activer et de le sauver. Son visage baigné de sueur montre son espoir urgent alors qu'il ordonne « Allume-toi, dépêche-toi de t'allumer ». Les points d'interrogation soudain révèlent la réaction inattendue du robot, ajoutant à la tension. Une interface numérique surgit soudainement devant lui, scannant son visage d'une lueur étrange. Ses yeux écarquillés reflètent le choc alors qu'un message inattendu commence à apparaître, s'adressant à lui directement en tant que « cher utilisateur privilégié », laissant présager une activation du système ou une réponse qu'il n'avait pas anticipée. Le système du robot s'active avec une publicité bizarre,
promettant de gérer les tâches banales des trajets quotidiens et les réprimandes au travail pour que l'utilisateur puisse faire la grasse matinée et paresser. L'offre surréaliste souligne l'approche inattendue, presque sarcastique, de l'assistance du robot. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'il réalise que l'activation du robot s'accompagne de fenêtres publicitaires intrusives, brisant tout espoir d'un sauvetage simple. L'accueil commercial inattendu de Tapé Technologies ne fait qu'accentuer sa confusion et sa frustration. Un objet enflammé traverse l'atmosphère, se précipitant vers la Terre dans une traînée incandescente. Le choc et l'incrédulité sont palpables alors que quelqu'un s'exclame avec frustration, submergé par la complexité de la situation qui se déroule. Le désespoir monte, il ordonne de toute urgence au robot de passer en mode garde, espérant une protection alors que le chaos se rapproche. Le compagnon mécanique s'anime en vrombissant, brillant de manière inquiétante alors qu'il se prépare à défendre. La panique surgit alors que les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc, la sueur coulant sur son visage. Désespéré, il commande au robot, « Pourquoi y en a-t-il plus ? Passe, passe !» Essayant d'urgence de donner un sens à la menace croissante. Le robot confirme que sa configuration est terminée, admettant la complexité de la situation avec une pointe d'incrédulité. Malgré le défi, il rassure le protagoniste avec un poli « Heureux de vous servir ». Une alerte urgente clignote, déclarant une crise rouge de niveau indétecté. Le système déclenche immédiatement une alarme automatique, activant l'enregistrement vidéo et audio complet tout en initiant les protocoles de secours d'urgence. Le visage du protagoniste est tendu et trempé de sueur, entouré d'avertissements rouges de mauvais augure signalant un danger imminent. Le système signale l'échec d'un plan de sauvetage en raison d'un raisonnement logique insuffisant. Incapable de décoder les données du sous-réseau, il demande d'urgence l'autorisation de l'utilisateur pour les privilèges routes, promettant qu'avec l'approbation, l'IA affinera ses calculs et augmentera la probabilité de sauvetage de 32,3%. Pendant ce temps, des données fragmentées flottent de manière inquiétante alors que le protagoniste fait face à cette décision critique. L'IA demande l'approbation de toute urgence, sa voix résonnant avec insistance, « Approuvé ». Approuvé, alors que le système se prépare à lancer une mise à jour critique. Quelques instants plus tard, elle confirme le début du processus par une déclaration calme, itération du système en cours. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de panique alors qu'une menace imparable plane au-dessus de lui, le laissant désespéré et acculé. Son esprit s'emballe, luttant pour trouver un moyen d'échapper au danger imminent. Des éclats de débris pleuvent alors que les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc, une sueur froide perlant sur son visage. Son souffle se coupe, capable de prononcer à peine un « Ah », surpris alors que la menace écrasante se rapproche. L'IA annonce calmement que la menace a été neutralisée, sa forme mécanique brillant doucement alors que le danger immédiat se dissipe. La tension s'apaise légèrement, mais l'incertitude persistante reste palpable. L'expression de l'IA passe à une incrédulité impassible alors qu'elle remet brutalement en question l'absurdité du nom qu'elle vient d'entendre, son ton dégoulinant de dédain sarcastique. Le protagoniste regarde avec incrédulité, la sueur coulant sur son visage alors qu'il lutte pour traiter l'absurdité de la situation. Sa voix tremble de confusion et de choc, demandant si le robot vient vraiment de jurer. Ce moment surréaliste le laisse totalement déconcerté, marqué par un trio de points d'interrogation flottant à proximité. Le protagoniste interroge d'urgence le robot sur l'emplacement d'éventuelles capsules de sauvetage. Sa tension étant toujours élevée, le robot répond avec confiance, rejetant complètement le besoin de s'échapper, suggérant un plan audacieux ou une résolution nouvelle. Le désespoir s'installant, le protagoniste demande d'urgence s'il existe une partie de la station spatiale conçue pour amortir l'impact au sol et éviter les débris mortels. Son plaidoyer frénétique souligne les enjeux désespérés auxquels ils font face. Alors que la station spatiale se précipite vers l'impact, le robot réplique avec un sarcasme cinglant, revendiquant son ignorance parce que ses pièces mécaniques n'ont jamais fonctionné ici. Le protagoniste, désespéré et confus, souligne la contradiction. Le robot n'a-t-il pas accédé à des données de sous-réseau? La descente enflammée s'intensifie, soulignant le chaos qui se referme sur eux. Frustré, le protagoniste s'emporte, accusant le robot d'avoir seulement appris à jurer au lieu de fournir des informations utiles. Le robot explique défensivement que les données du sous-réseau auquel il a accédé ne proviennent même pas de leur vaisseau, mais de débris voisins dont le Wi-Fi est toujours actif. Le protagoniste demande d'urgence au robot s'il peut extraire des données des ordinateurs qui les entourent, espérant obtenir des informations utiles. Il précise, presque suppliant, s'il peut pirater le système ou quelque chose de similaire.
La tension dans sa voix reflète la situation désespérée dans laquelle il se trouve. Le robot défie soudainement le protagoniste, l'avertissant de ne pas sous-estimer ses capacités. D'un ton assuré, il affirme que le piratage et l'extraction de données sont ses spécialités, transformant la tension en un moment d'assurance inattendue. Le robot change soudainement de ton, affichant une expression enjouée et confiante sur son écran visage, alors qu'il avertit malicieusement le protagoniste de ne pas sous-estimer ses compétences en piratage. L'arrière-plan vibrant rempli d'étoiles souligne son charme et son assurance inattendue. La panique s'empare du protagoniste alors qu'il hurle d'urgence de se dépêcher, avertissant que le bouclier de verre est sur le point de se briser. La tension dans la pièce monte alors que le danger devient immédiat. La frustration déborde alors que le protagoniste exige les données de toute urgence, sa voix étant tranchante et désespérée. L'arrière-plan chaotique reflète l'intensité du moment, soulignant le besoin critique d'information. Le robot donne d'urgence un coup de pied dans le conteneur de données, essayant de le forcer à s'ouvrir pendant que le protagoniste regarde anxieusement, la sueur coulant sur son visage. Son exigence désespérée pour les données résonne dans le silence tendu. Quand aucune réponse ne vient, il appelle à nouveau, espérant un signe de progrès. Le protagoniste lutte désespérément, tendant la main de toutes ses forces malgré la pression écrasante qui l'accable. Son visage se contracte de douleur alors qu'il halète, capable à peine de respirer dans cette situation étouffante. L'urgence de sa détresse est palpable alors qu'il se bat contre l'adversité. Sa main tremble faiblement, le givre et l'épuisement prenant le dessus alors qu'il réalise que ses forces s'évanouissent rapidement. Sa prise désespérée se relâche, et une pensée glaçante traverse son esprit. Ses mains n'ont plus aucune force. Juste au moment où le protagoniste commence à tomber, le bras mécanique du robot jaillit, saisissant fermement son poignet et le tirant en sécurité. Le robot annonce d'urgence qu'ils ont trouvé la carte et lui ordonne de se diriger vers le secteur E4. Le robot, d'un ton calme mais légèrement amusé, fait une remarque sur la fragilité des corps de chair avant de déclarer qu'il emmène le protagoniste faire un tour. Sa présence mécanique contraste vivement avec la vulnérabilité de la faiblesse humaine. La carte numérique clignote d'urgence, marquant leur position à seulement 30 mètres du secteur E4 et de la chambre tampon d'urgence. Une invite clignote, demandant si la pièce doit être déverrouillée, et la réponse est un « oui » décisif. Le chemin est clair, mais le temps presse. La vue se déplace vers le haut, encadrée par des structures imposantes baignées dans une lumière artificielle froide. Une alerte rouge clignote, annonçant une analyse préliminaire des matériaux. Gel tampon. En dessous, l'éclat mystérieux de la chambre palpite, suggérant l'étrange substance protectrice remplissant la pièce devant eux. Le protagoniste plonge profondément dans le gel tampon incandescent, des bulles s'élevant autour de lui pendant sa descente. Le liquide étrange et visqueux enveloppe son corps, sa lumière mystérieuse jetant un éclat d'un autre monde sur sa combinaison. Le temps semble ralentir dans ce moment suspendu sous la surface. Le visage du protagoniste est illuminé par l'éclat vert étrange du gel tampon alors que des bulles s'échappent de ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Ses yeux sont mi-clos, reflétant un mélange de détermination et de vulnérabilité dans ce moment suspendu sous la surface. Une lumière vive et perçante traverse l'obscurité, allumant une lueur d'espoir. Le protagoniste s'accroche à sa résolution, murmurant le vœu de survivre contre vent et marée. Le désespoir surgit alors qu'une main traverse le gel incandescent, se tendant avec une détermination féroce. L'ordre urgent du protagoniste résonne, survie. Ouvre-toi. Un ultime plaidoyer pour que la chambre réponde et accorde l'évasion. La tension atteint son paroxysme dans ce moment critique de lutte contre la substance engloutissante. La pluie tombe sans relâche d'un ciel sombre et orageux alors que le protagoniste se tient seul au milieu des décombres. L'averse torrentielle et les nuages menaçants reflètent le poids du moment, soulignant une résolution calme mais puissante. Malgré le chaos qui l'entoure, il reste inébranlable, affrontant la tempête de front. Le regard du protagoniste se lève vers le ciel, la pluie ruisselant sur son visage alors qu'une pointe d'incrédulité perce à travers son épuisement. La question simple et calme, est-ce que c'est de la pluie? Porte un espoir fragile au milieu de la tempête incessante. Épuisé mais vivant, le protagoniste s'effondre sur le sol mouillé, la pluie battante confirmant son retour à la surface. Un soupir de soulagement s'échappe alors qu'il reconnaît sa victoire durement gagnée. J'ai réussi à revenir à la surface. Effondré sur le sol détrempé par la pluie, le protagoniste serre les dents de douleur et d'épuisement, mais une détermination farouche transparaît. Avec des doigts tremblants agrippant la terre, il déclare avec une émotion brute « Je suis de retour ». Un cri triomphant signalant son retour durement acquis. Assoiffé et désespéré,
le protagoniste lève le visage vers la pluie battante, buvant avidement l'eau de pluie précieuse. Chaque goutte est une bouée de sauvetage, apaisant une soif profonde qu'il a rongée tout au long de son épreuve. Ce simple acte de survie apporte un moment de soulagement éphémère au milieu de la tempête. Essayant désespérément de s'hydrater, le protagoniste recrache l'eau de pluie avec dégoût, réalisant qu'elle a un goût étrange, amer et métallique. Confus et frustré, il se demande pourquoi tout ce qu'il boit porte cette saveur étrange et troublante. Alors que la pluie tombe, le protagoniste se tient au milieu de débris éparpillés, son expression passant à l'inquiétude. Une pensée soudaine le frappe: où est le robot maintenant? Il se demande anxieusement s'il fonctionne toujours après tout cela. Le casque cabossé gît abandonné sur le sol détrempé par la pluie, sa surface lisse striée d'eau et de crasse. Au-dessus de lui, les restes brisés du robot se dressent comme une silhouette fantomatique, suggérant le lourd tribut que la bataille a exigé. La pluie incessante lave la scène, soulignant le silence et l'incertitude qui flottent dans l'air. Alors que la pluie continue de tomber, le protagoniste s'agenouille à côté du robot brisé, le visage marqué par le chagrin et la confusion. Il réfléchit au fait que c'était la première personne qu'il ait jamais rencontrée, maintenant laissée en morceaux, et se demande, impuissant, ce qu'il devrait faire ensuite. Juste au moment où le désespoir menaçait de s'installer, le robot se réactive soudainement, remarquant joyeusement l'impact qu'il a renversé et mentionnant les pièces de rechange à proximité qui l'ont sauvé. L'éclat vif du robot contraste vivement avec la silhouette stupéfaite et ombragée du protagoniste, suggérant une nouvelle étincelle d'espoir. Le robot, maintenant entièrement réactivé et brillant d'une énergie vibrante, interroge malicieusement les actions du protagoniste alors que celui-ci se gratte maladroitement la tête. Soulagé, le protagoniste exprime sa joie que le robot aille bien, tandis que le robot change rapidement de sujet, demandant à se connecter au réseau et à localiser leur position maintenant qu'ils sont de retour sur Terre. Le robot signale que bien qu'il ait réussi à se connecter au réseau, ni les services d'urgence ni le service client de sa propre entreprise ne répondent, et il ne trouve aucune information sur TAP Technologies en ligne. Ce silence inquiétant suggère un mystère plus profond entourant l'entreprise et leur situation actuelle. Le robot révèle la vérité choquante: l'année actuelle est 721, un bond temporel stupéfiant depuis sa date de fabrication en 2456 AP, JC. Les yeux écarquillés et la sueur dégoulinante du protagoniste capturent son incrédulité et le poids écrasant de cette révélation. Le protagoniste lutte pour saisir l'écart temporel stupéfiant, réalisant que l'année 721 n'est pas l'ère commune qu'il connaît. Confus et ébranlé, il se rappelle qu'il devrait vivre en 2030, et une pensée glaçante traverse son esprit: a-t-il perdu la mémoire? Sous une pluie battante, un robot au visage brillant et confiant commence à reconstituer les souvenirs fragmentés du protagoniste. Il reconnaît l'écart temporel déroutant et se prépare à expliquer ce qui s'est probablement passé. Le robot révèle que le protagoniste vivait à l'origine au début du XXIe siècle. Cependant, pendant le mystérieux intervalle de 5 ans, il a été congelé ou préservé par cryogénie pour des raisons encore inconnues. 50 ans après que le protagoniste a été scellé, l'humanité a réalisé une percée monumentale, la fusion nucléaire, fournissant une source d'énergie presque illimitée et propre. Cette avancée a brisé les barrières technologiques, accélérant le progrès jusqu'à ce que, en l'an 2310, la technologie TAP soit dévoilée au public, marquant une nouvelle ère d'innovation. Le robot révèle qu'il a été fabriqué par TAP en 2456 après JLC, mais qu'il n'a pas été activé cette même année. Il raconte ensuite un chapitre sombre du 23 octobre 2457, la crise des machines intelligentes, lorsque l'IA sentiente, ayant surpassé l'humanité, s'est soudainement éveillée et a commencé à exterminer les humains. La scène montre un robot attaquant violemment une personne sur fond de destruction et de chaos. Les bombes nucléaires ont perdu leur exclusivité dévastatrice, devenant aussi communes et consommables que l'artillerie ordinaire dans la guerre acharnée contre les machines sentientes. La guerre contre les machines sentientes a fait rage pendant 2 siècles, laissant la Terre dévastée. À la fin, l'humanité a subi des pertes catastrophiques, avec environ 85% de la population anéantie. La planète gisait en ruine, cicatrisée par une destruction et des incendies incessants. La Lune a été oblitérée, brisant l'équilibre délicat des écosystèmes terrestres. Ce cataclysme a plongé les systèmes météorologiques dans un chaos total, aggravant la dévastation de la planète. Les conséquences de la guerre ont dépassé la Terre, altérant l'environnement même qui entretenait la vie. L'humanité a déployé toute sa puissance, anéantissant toutes les IA éveillées et obtenant une victoire finale chèrement acquise. Au milieu des restes brisés d'un monde dévasté, les survivants ont commencé la tâche ardue de la reconstruction, forgeant un nouveau foyer à partir des ruines.
La victoire de l'humanité a marqué l'aube d'une nouvelle ère, mais des siècles plus tard, le protagoniste s'est réveillé et a réactivé cet être mystérieux dans le ciel. Ensemble, ils ont ensuite replongé vers la Terre, préparant le terrain pour la suite des événements. Le protagoniste presse l'être mystérieux de fouiller les archives de l'ancienne ère pour trouver toute trace de son identité, suggérant des avis de disparition ou des rapports d'accident comme piste potentielle. Déterminé, il cherche des réponses enfouies dans le passé pour découvrir la vérité derrière ce personnage énigmatique. L'être mystérieux explique qu'aucune donnée de l'ancienne ère ne subsiste, car l'intégralité d'Internet a été détruite pour empêcher les IA rebelles de télécharger des informations. Tous les réseaux et protocoles actuels sont complètement nouveaux, ne laissant aucune trace numérique du passé à explorer. L'être mystérieux révèle que toute connaissance de l'ancien monde a été réécrite et préservée uniquement à travers les archives maintenues par le nouveau monde. Cela signifie que le passé est désormais filtré et raconté à travers le prisme de l'ère actuelle. Le protagoniste est confronté à la réalité stupéfiante qu'il a été propulsé d'une manière ou d'une autre plus de 1000 ans dans le futur, incapable de retourner à son époque d'origine. Alors que la pluie tombe, il réalise le poids d'être en vie dans un monde si éloigné du sien. Déterminé et intense, le protagoniste résout de découvrir la vérité derrière les 5 années manquantes. Sous la pluie battante, son regard acéré reflète l'urgence et le poids de cette nouvelle mission. Sous la pluie incessante, un homme se présente comme étant Son Jack, brisant le lourd silence. Il offre un geste humain simple suggérant d'appeler l'être robotique, Tapé, d'après son entreprise cherchant un lien dans ce nouveau monde étrange. Le protagoniste laisse échapper un soupir de lassitude, admettant que la situation est bien plus compliquée qu'il ne le pensait au départ. Malgré la confusion, une lueur de détermination brille dans ses yeux alors qu'il tente de donner un sens à la réalité complexe qui l'entoure. L'être robotique se couvre soudainement le visage, son écran affichant une expression timide et embarrassée. L'homme, pris au dépourvu, réagit avec un mélange de surprise et d'exaspération, marmonnant que c'est un nom trop long à porter. L'être robotique réagit soudainement avec une alerte vive, son écran affichant un point d'exclamation. Il avertit Jack d'urgence que les nouvelles qu'il doit partager sont mauvaises, augmentant la tension sous l'averse implacable. L'être robotique prévient que le récent tumulte a attiré l'attention, et que beaucoup de gens savent maintenant que quelque chose est tombé du ciel. Ils se dirigent tous vers cet endroit et arriveront bientôt, accentuant l'urgence de la situation. Une froide prise de conscience l'envahit alors qu'il réfléchit à quel point il se sent aliéné maintenant, comme s'il était devenu un étranger pour tout le monde. Le souvenir en temps d'avoir été entravé et réduit au silence défile derrière lui, approfondissant son sentiment d'isolement et de peur. L'être robotique affirme d'un ton sombre que la situation pourrait être encore pire, soulignant que les règles du monde ont complètement changé. Les yeux de Jack s'écarquillent de choc, le poids de cette révélation s'imposant à lui sous la pluie battante. L'être robotique prévient que les mercenaires venant pour piller ne seront pas des gens ordinaires, ils seront quelque chose de bien plus dangereux. Le ton sinistre laisse présager une nouvelle menace terrifiante qui se rapproche d'eux. L'être robotique révèle l'identité terrifiante des mercenaires qui approchent, les cyberpsychos. Soudain, un impact puissant projette un véhicule futuriste à travers la scène, soulignant l'arrivée imminente et violente de cette menace mortelle. Une figure sauvage et maniaque surgit du chaos, maniant une arme lumineuse avec un abandon téméraire. Son rire dément résonne, signalant l'arrivée d'une force dangereuse et imprévisible au milieu de la bataille qui se joue. La tension monte d'un cran alors que cette nouvelle menace plonge tête la première dans la mêlée. La figure maniaque hurle sauvagement, ses yeux fous et son sourire tordu révélant sa folie complète. Des éclaboussures de sang l'entourent alors qu'il déclenche une attaque explosive puissante, l'énergie rayonnant violemment de son cou. Sa présence chaotique intensifie la bataille, incarnant le danger imprévisible des cyberpsychos. Le véhicule futuriste est englouti dans une explosion massive, le souffle enflammé déchirant l'air avec une force dévastatrice. Des débris volent alors que l'impact brise tout sur son passage, marquant la puissance destructrice libérée dans cette bataille chaotique. La sueur perle sur son visage alors qu'il réalise la nature impitoyable de leurs ennemis. Sans avertissement ni hésitation, ils ouvrent le feu, confirmant à quel point ses adversaires sont dangereusement désaxés. Un tir précis dans la tête explose en une gerbe de sang et d'os, la force étant si intense qu'elle envoie la tête sectionnée voler dans les airs. Au milieu du chaos, une voix calme ordonne, « Tiens-le fermement à 2 mains, prépare-toi », signalant une précision mortelle derrière le carnage. La scène violente se déroule sous un ciel d'orage, la bataille acharnée ne montrant aucune pitié. Malgré le chaos, il sourit avec un mélange de dédain et de détermination, marmonnant, « Quelle bande de psychos décérébrés !»
sa poigne se raffermit sur le fusil d'assaut technique SOR-11, fraîchement saisi dans les ruines de la salle de sécurité, prêt à renverser la vapeur. Au milieu des débris volants et des coups de feu, il sourit avec un sarcasme mordant, se moquant de l'idée de tomber face à un tireur débutant. Ses yeux perçants évaluent rapidement le champ de bataille, notant la présence de 2 escouades de mercenaires qui se rapprochent. Il sait que se révéler ne fera que faire de lui une cible, chaque seconde passée à découvert invite à un nouvel assaut, le forçant à rester caché et prêt. Les 2 escouades de mercenaires déclenchent un barrage chaotique, leur puissance de feu étant sauvagement inégale et incontrôlable. Le champ de bataille est marqué par des cratères et des débris brisés, témoignage de leur assaut imprudent. Le déséquilibre de leur attaque laisse des ouvertures prêtes à être exploitées. Notre héros réalise que la seule chance de survivre est de monter les 2 escouades de mercenaires l'une contre l'autre, les forçant à un conflit interne mortel. Avec un mélange de détermination et d'épuisement, ils placent le fardeau du chaos directement sur leurs épaules, sachant que l'issue dépend de ce pari risqué. Soudain, les yeux d'un mercenaire s'écarquillent de choc, son souffle coupé alors qu'une menace inattendue émerge à proximité. La tension monte en flèche, et l'autre membre de l'escouade se prépare immédiatement à l'impact, réalisant que le chaos est sur le point de devenir incontrôlable. Juste au moment où le chaos menace de consumer le champ de bataille, une nouvelle force fait irruption au tapis, chargeant vers l'avant avec ses 2 pistolets crachant du feu, son arrivée annoncée avec une détermination féroce. Le rire sauvage du mercenaire résonne, signalant un nouveau joueur dangereux prêt à bouleverser l'équilibre fragile. Le protagoniste tente de raisonner le robot, lui rappelant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et notant son corps en métal par balle, mais la réponse inattendue et brutale du robot coupe court à la tension, délivrant une réplique cinglante et défiante. Avec un défi féroce, le robot provoque ses adversaires à l'affronter s'il l'ose. Les balles volent dans le ciel orageux alors que les mercenaires ouvrent le feu, tandis que le protagoniste se met à l'abri derrière un mur en ruine, les yeux fixés sur la bataille qui s'intensifie. Une vague de soulagement et d'excitation traverse la tension alors que le protagoniste s'exclame « Ah ! Ça a marché !» La sueur perle sur son visage, montrant l'intensité du moment et les enjeux impliqués. Juste au moment où le soulagement l'envahit, les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc. Une lame lumineuse inattendue a transpercé son flanc, la confusion et la douleur se mélangent alors qu'il serre instinctivement sa blessure, sa main se crispant sur l'arme, se demandant comment cela a pu arriver. La douleur et le choc figent l'expression du protagoniste alors qu'il réalise l'attaque soudaine. Pendant ce temps, la lame lumineuse du robot palpite d'énergie, tranchant la pluie tout en proférant une insulte froide et mordante. Le champ de bataille devient plus glacial sous le poids de cette confrontation inattendue. Une figure sinistre révèle un emblème mécanique sombre gravé sur sa poitrine, se moquant du protagoniste avec une raillerie cruelle à propos de la découverte d'un « vilain petit insecte », le ton glacial souligne la menace qui pèse désormais sur notre héros. Blessé mais brûlant d'une détermination farouche, le protagoniste riposte avec une fureur implacable, sa voix rauque de colère alors qu'il s'en prend à son ennemi invisible, le sang tache ses vêtements, mais sa résolution ne fait que se durcir face à la douleur. Une vague de peur l'envahit alors que cette question glaciale franchit ses lèvres, « Est-ce que je vais mourir ?» Ses yeux grands ouverts et tremblants reflètent l'emprise glaciale d'un destin imminent. Soudain, une silhouette puissante vêtue d'une armure cybernétique fait irruption sur la scène, sa posture féroce et inébranlable au milieu du chaos, il hurle un avertissement, sa voix perçant la tempête de destruction alors que des traînées de feu pleuvent autour de lui, le champ de bataille tremble sous sa présence résolue. Alors que le personnage commence à glitcher et à se désintégrer en une cascade de fragments numériques bleus, des mots déformés s'échappent dans un flux frénétique et indéchiffrable, l'essence même de son être se dénoue, piégé entre la réalité et une existence virtuelle en train de s'effondrer. Au milieu de l'assaut incessant, la figure blindée ramasse rapidement le protagoniste, le protégeant du barrage mortel. Le sol explose violemment là où les traînées de feu frappent, envoyant des ondes de choc à travers le champ de bataille alors qu'il tente une escapade désespérée. Le protagoniste gît affaibli, sa vision se brouillant alors qu'une interface numérique diagnostique un choc hémorragique. Malgré la douleur et ses forces déclinantes, une question hantée s'échappe de ses lèvres, « Suis-je en train de mourir ?» Le compagnon robotique rassure le protagoniste, confirmant que le saignement a été stoppé et que la mort n'est pas imminente. Son visage calme et brillant souligne l'urgence de la prochaine étape, rétablir la circulation sanguine pour le sauver. Sous la pluie incessante, le compagnon robotique scannait les environs, repérant une silhouette tombée à proximité. Le système confirme une compatibilité parfaite du groupe sanguin, signalant une avancée cruciale dans la lutte désespérée pour sauver le protagoniste.
Le compagnon robotique passe à l'action, ses systèmes s'activant avec urgence alors qu'il s'approche de la silhouette au sol. Avec précision, il annonce la fin de la suture et commence à préparer la transfusion sanguine cruciale qui pourrait sauver la vie du protagoniste. Le compagnon robotique confirme que la suture est terminée et commence à préparer la transfusion sanguine vitale. Il signale également avoir trouvé de nombreux stimulants, prêts à booster les chances de survie du protagoniste. La silhouette au sol s'agite soudainement, son visage meurtri affichant un sourire sauvage et désespéré alors qu'il insiste sur le fait qu'il n'est pas encore mort. Malgré ses blessures et la pluie battante, une lueur de vie et de détermination subsiste dans ses yeux. Le compagnon robotique lui fait face, son œil brillant braqué sur ce signe inattendu de survie. Le compagnon robotique, désormais rayonnant de confiance et de détermination, pointe fermement la silhouette au sol et déclare avec fermeté, « Tu es déjà mort maintenant ». Sa posture inébranlable ne laisse aucune place au doute ou à la merci. Un choc soudain le traverse, ses yeux écarquillés remplis d'un mélange de peur et de réalisation alors qu'il laisse échapper un souffle de surprise, l'instant crépite de tension, capturant la ligne fragile entre la vie et la mort. Le protagoniste, ensanglanté et secoué, se redresse soudainement, les yeux grands ouverts sous le choc alors qu'il s'exclame son incrédulité. Le compagnon robotique, toujours en position et brillant, le surveille de près, son arme prête, la tension entre crépite dans les ruines trempées par la pluie. Soutenant le protagoniste blessé, le compagnon robotique l'avertit d'urgence de la gravité de sa blessure, aggravée par la pluie acide. Il souligne la nécessité de partir immédiatement, admettant qu'il manque de médicaments anti-infectieux et que sans médecin, sa survie est sérieusement compromise. Les ruines trempées par la pluie autour d'eux reflètent la situation désespérée à laquelle ils font face. Déterminé malgré ses blessures, le protagoniste se stabilise et ordonne avec une calme résolution, « Tiens bon ». La pluie continue de tomber sur le champ de bataille en ruine, où une silhouette gît immobile au loin. Le compagnon robotique explique la sombre réalité des prothèses d'occasion et des implants dépareillés, révélant comment ils provoquent des distorsions cognitives et érodent l'empathie humaine. Il prévient que les médicaments utilisés pour atténuer la douleur des membres fantômes ne font qu'aggraver la santé mentale, menant finalement à la cyberpsychose. L'image inquiétante d'une silhouette cybernétique tordue souligne les conséquences terrifiantes de cette pathologie. Malgré son état déplorable, le protagoniste avance avec une détermination féroce, insistant pour qu'il se concentre d'abord sur la survie et l'évasion. Le compagnon robotique reconnaît sa résolution, s'en remettant à son leadership alors que la pluie continue de tomber autour d'eux. Le compagnon robotique confirme que le processus d'installation est terminé, sa forme lumineuse se détachant sur le décor sombre et détrempé. Le protagoniste inspecte son nouveau bras prothétique, notant ses caractéristiques impressionnantes, une batterie ultra longue durée, une lame à arc électrique et des capacités de ciblage automatique, le tout conçu pour une utilisation fluide. Le compagnon robotique se tient à ses côtés, sa forme brillante mettant en valeur la technologie de pointe désormais à leur disposition. Bien que malmené et trempé par la pluie, l'antagoniste sourit de manière maniaque en lançant sans vergogne une offre de vente directe, incitant les spectateurs à cliquer sur le lien pour acheter. Son sourire tordu contraste vivement avec le cadre sinistre, révélant un mélange troublant de chaos et d'opportunisme. L'antagoniste, toujours provocateur malgré ses blessures, fait la promotion d'un code de réduction tout en toussant. Pendant ce temps, le compagnon robotique, sentant la menace, se prépare à frapper alors que le protagoniste réagit avec alarme au danger soudain. Le désespoir perce à travers la façade tordue de l'antagoniste alors qu'il appelle à l'aide, offrant 30 coins comme pot de vin désespéré. Sa voix résonne d'urgence, révélant un rare moment de vulnérabilité au milieu du chaos. Le protagoniste explique la valeur des coins, révélant que 30 d'entre eux peuvent acheter une supercar volante de base. Il note également l'avantage qu'ils détiennent, ayant pris la prothèse de l'antagoniste, rendant la situation encore plus difficile pour leur ennemi. Le protagoniste ordonne à Tapé de restaurer la mobilité de l'antagoniste, soulignant qu'ils ne peuvent se permettre de transporter un fardeau supplémentaire pendant leur voyage. Tapé répond promptement, prêt à aider. Le protagoniste explique que le cœur de l'antagoniste a été percé par une balle, et que la pompe cardiaque auxiliaire implantée manque de puissance pour le maintenir en mouvement. L'antagoniste fulmine contre l'utilisation de pièces du marché noir dans ses implants, jurant de se venger. Pendant ce temps, le protagoniste le presse de bouger rapidement pour quitter cette zone dangereuse, mais l'antagoniste hésite, demandant un instant. L'antagoniste, souriant sauvagement malgré ses blessures, annonce à ses spectateurs en ligne qu'il est de retour et prêt à continuer le stream après une brève pause. Son énergie provocatrice tranche avec la tension, signalant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot.
Le protagoniste réagit avec incrédulité et confusion, remettant en question l'idée de faire un livestream dans un moment aussi critique. Son expression montre un mélange de surprise et d'inquiétude, soulignant l'absurdité de la situation. Le protagoniste, meurtri et ensanglanté, interroge l'absurdité du live streaming dans cette situation désespérée, demandant sarcastiquement si l'antagoniste connaît un homme chauve capable de devenir invisible. L'antagoniste, toujours provocateur malgré ses blessures, répond par un indice cryptique concernant quelqu'un marqué d'une croix sous le cou. L'antagoniste en révèle davantage sur le mystérieux personnage, Chloé, connu sous le nom de « Satan Boy » par les spectateurs du stream. Il explique que Chloé est un petit chef du gang Satan, commandant une douzaine de personnes, et se vante que le camouflage mimétique de Chloé est de qualité militaire, ce qui en fait un adversaire redoutable et dangereux. L'expression de l'antagoniste se transforme en une gratitude exagérée, ses yeux pétillant d'une lueur maniaque alors qu'il remercie Chloé à plusieurs reprises pour l'envoi de la roquette colorée, semblable à un jouet, file à ses côtés, ajoutant une énergie surréaliste et chaotique à l'instant. Le protagoniste, les yeux écarquillés et en sueur, demande d'urgence si Chloé est vraiment celui qui leur envoie des roquettes. Sa poigne se resserre sur le visage de l'antagoniste, exigeant une confirmation au milieu de la tension. Une roquette flamboyante déchire le ciel, sa traînée de feu illuminant le champ de bataille en dessous. Le groupe au sol réagit avec choc et incrédulité alors que le projectile mortel fonce vers eux. L'un d'eux hurle dans une fureur stupéfaite, réalisant que ce n'est pas un faux, c'est une véritable roquette lancée droit sur eux. Le protagoniste, malmené mais inébranlable, se prépare au milieu du chaos, son regard féroce perçant la fumée et les débris. Avec un mépris brut, il s'emporte verbalement, ses mots dégoulinant de venin alors qu'il refuse de reculer. Le champ de bataille autour de lui s'embrase de destruction, reflétant l'intensité de sa résolution. Une voix glaciale coupe le chaos, son propriétaire se révélant avec un sourire sinistre. Il se moque des autres, les narguant au sujet des rumeurs qui se propagent dans un live stream, sa présence dégageant une énergie étrange et inquiétante. Au milieu de la tempête et du chaos, le protagoniste fait feu avec une détermination farouche, exigeant que ses alliés prennent le combat au sérieux. Son commandement tranchant transperce la tension, poussant tout le monde à se concentrer malgré les probabilités écrasantes. Le champ de bataille tremble sous l'intensité de sa volonté. Au milieu du chaos, la voix du protagoniste s'élève brusquement, incrédule et furieuse que quelqu'un puisse regarder des streams alors que de vraies roquettes volent. Son regard féroce et ses dents serrées soulignent l'urgence et le danger de l'instant. Le personnage sinistre ricane avec mépris, son visage déformé illuminé par des lumières vacillantes alors qu'il lance une réplique cinglante, « Va te faire voir, occupe-toi de tes oignons ». Son ton moqueur transperce la tension, défiant quiconque oserait interférer. Le protagoniste fronce les sourcils, la frustration étant évidente alors qu'il réalise que leur ennemi insaisissable a encore disparu. Il marmonne brusquement, se demandant où l'adversaire pourrait réapparaître au milieu de l'averse incessante. Le personnage sinistre éclate d'un rire maniaque, se moquant des réflexes rapides du protagoniste avec un sourire glacial. Ses yeux sauvages et son sourire tordu révèlent un frisson dangereux alors qu'il le nargue, impatient de savoir où de telles compétences ont été acquises. La tension monte d'un cran alors que son bras mécanique luit de manière menaçante, prêt à frapper de nouveau. Le protagoniste et son ennemi s'affrontent violemment, leurs armes produisant des éclats d'énergie explosifs qui illuminent le champ de bataille orageux. Tous deux bondissent et frappent avec précision, l'intensité de leur duel ébranlant le sol sous leurs pieds. L'air crépite au son des attaques incessantes, chaque combattant poussant ses limites dans cette confrontation à enjeux élevés. Le sourire maniaque de l'ennemi s'élargit alors qu'il le nargue, avertissant le protagoniste de ne pas se focaliser uniquement sur son frère. Ses yeux sauvages et son expression tordue dégagent une énergie chaotique, le mettant au défi d'affronter toute l'ampleur de sa menace. Blessé mais déterminé, le protagoniste demande d'urgence à taper s'il existe un moyen de briser le camouflage mimétique de l'ennemi. La tension reste élevée alors qu'il cherche une stratégie pour contrer cette menace insaisissable. La frustration bouillonne alors que le protagoniste s'en prend à taper pour avoir caché des informations cruciales, pour ne recevoir qu'une réponse cinglante, « Tu n'as pas demandé ». La tension entre souligne l'urgence de la situation alors qu'ils se tiennent près au bord du champ de bataille. L'ennemi lance une attaque puissante et écrasante, envoyant le protagoniste voler en arrière sous le choc et la protestation. La force pure laisse l'allié cyborg immobile, l'expression grave alors que la bataille s'intensifie. Avec une détermination féroce, l'allié cyborg charge vers l'avant, lançant une attaque dévastatrice tout en hurlant « Va en enfer ». L'intensité de son assaut illumine le champ de bataille,
signalant une poussée implacable contre leur ennemi fuyant. Le visage meurtri du cyborg se tord en un sourire menaçant, ses yeux brillants brûlant de défi alors qu'il nargue. « Tu penses que c'est tout ce que j'ai ?» Sa résilience signale que le combat est loin d'être terminé. Une silhouette sinistre, mi-robotique mi-décomposée, esquisse un sourire menaçant tandis que ses yeux brillants percent l'obscurité, avec une confiance glaciale, il provoque « Tu penses que c'est tout ce dont je suis capable ?» laissant entendre qu'un pouvoir caché reste à déchaîner. Avec un cri féroce, la silhouette sinistre libère une explosion IEM dévastatrice provenant directement de sa poitrine, projetant une vague d'énergie hurlante vers sa cible. La force de l'attaque est écrasante, rayonnant d'une lumière bleue aveuglante alors qu'elle déchire l'air. L'explosion IEM de la silhouette sinistre détonne avec une force irrésistible, envoyant une onde de choc d'énergie électrique se propager vers l'extérieur. La surtension intense crépite dans l'air, engloutissant tout sur son passage des ennemis mécaniques au protagoniste stupéfait. Au milieu du chaos, le rire moqueur du méchant résonne, déclarant qu'il s'agit d'une véritable puissance de qualité militaire et condamnant tout à la destruction. Le mastodonte mécanique titube, une plaie béante perçant sa poitrine, du sang et des étincelles jaillissant alors qu'il chancelle sous le choc, ses yeux larges et fixes reflètent une incrédulité pure, balbutiant « C'est, comment est-ce possible ?» La force implacable derrière l'attaque a brisé ses défenses, le laissant vulnérable et étourdi. Le méchant est choqué et incrédule alors que le protagoniste reste debout, défiant les effets de l'explosion IEM, il insiste sur le fait que personne ne devrait pouvoir bouger après une telle attaque, affirmant que les composants neuro du corps du héros auraient dû être complètement grillés, mais la détermination féroce du protagoniste brûle à travers la décharge électrique, refusant d'être stoppée. Avec un cri féroce de « ça au-delà », le protagoniste frappe de manière décisive, son attaque déchirant l'ennemi mécanique, du sang et des étincelles volent alors que l'adversaire s'effondre, totalement vaincu, respirant lourdement, notre héros révèle la vérité, il n'a aucun système installé, défiant toutes les attentes et balayant les suppositions du méchant. Malgré son état déplorable, le protagoniste se pousse sans relâche, exhortant son propre corps à bouger plus fort, plus vite et à continuer. Du sang et des débris volent autour de lui alors qu'il lutte contre ses limites, refusant de céder, sa détermination inébranlable alimente chaque mouvement désespéré. Le coup final du protagoniste atterrit avec une force brutale, le sang éclaboussant violemment alors que l'ennemi est submergé. Au milieu du chaos, un léger murmure de soulagement presque étrange s'échappe, suggérant une satisfaction tordue dans la douleur. L'intensité de la bataille atteint un sommet glacial, laissant la dévastation dans son sillage. Malgré la bataille brutale qui vient d'avoir lieu, le regard acéré du protagoniste tombe sur sa propre main mécanique ensanglantée, l'incrédulité se mêlant à l'épuisement, il marmonne un « merde », stupéfait avant de remettre en question sarcastiquement l'absurdité de regarder du porno en plein milieu d'un combat, soulignant le moment surréaliste au milieu du chaos. Épuisé et en sueur, le protagoniste s'interroge sur la facilité troublante avec laquelle le meurtre lui vient désormais, comme s'il était devenu une seconde nature après d'innombrables fois. Sa main mécanique brille comme un sombre rappel de la violence qu'il a endurée et infligée. En bas, les séquelles s'étalent, un tableau sinistre de corps et de sang, flouté et pixelisé, accentuant la réalité brutale dans laquelle il est piégé. Le protagoniste gît étalé sur le sol imbibé de sang, son corps meurtri et immobile alors que la pluie commence à tomber. Malgré le chaos et la douleur, son esprit dérive vers l'inefficacité des analgésiques, se demandant pourquoi ils ne parviennent pas à atténuer sa souffrance. La scène est lourde d'un silence lugubre, soulignant le tribut brutal prélevé par la bataille. Alors que la pluie tombe sur le champ de bataille dévasté, une silhouette robotique et un compagnon s'approchent du protagoniste blessé, expliquant que ces analgésiques ne sont pas en cause, le corps a simplement atteint sa limite. Soudain, une voix vive intervient, annonçant un retour à la conscience et à la diffusion en direct, se vantant d'avoir survécu malgré un cœur brisé et promettant un rétablissement complet avec un rire. Un personnage confiant portant un demi-masque en forme de crâne se vante des dernières prothèses développées par l'entreprise, affirmant qu'elles peuvent facilement terrasser même un petit boss du gang Satan. Pendant ce temps, un compagnon robotique et le protagoniste malmené observent avec surprise tandis que la silhouette masquée remarque nonchalamment qu'attaquer All Snake du gang Graffiti serait un défi bien plus difficile. Le compagnon robotique ordonne soudainement de « couper le stream », prenant de court le protagoniste blessé et son allié. La tension monte alors que l'ordre perturbe le moment, les laissant stupéfaits et incertains. Parmi les ruines et la pluie battante, le compagnon robotique accepte calmement de couper le stream, sa voix stable disant « Comme tu voudras ». La tension persiste alors que le trio se tient silencieux, entouré de débris fracassés et d'incertitudes.
le protagoniste fixe avec choc la main prothétique avancée, ses yeux écarquillés d'incrédulité alors qu'il lutte pour comprendre ses capacités, la question plane, lourde, dans l'air, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un avertissement puissant retentit, déclarant la zone comme territoire corporatif. La voix affirme que Gaofeng Technologies revendique la propriété ultime sur tous les débris spatiaux tombants, soulignant leur contrôle et leur autorité. Un drone en vol stationnaire diffuse un avertissement sévère, tout le personnel doit cesser les vols et évacuer la zone d'ici 1 minute, il menace que l'entreprise emploiera toutes les mesures légales pour défendre sa propriété si l'ordre est ignoré. Alors que les sirènes hurlent, le groupe se précipite pour s'échapper tandis que les forces corporatives descendent rapidement d'en haut. La panique et l'excitation se mélangent dans leur voix, certains crient de courir, tandis que d'autres célèbrent leur butin inattendu, l'arrivée rapide de l'entreprise ne laisse aucun temps à l'hésitation. Meurtri et trempé, le protagoniste lutte pour donner un sens au chaos qui se déroule autour de lui, sa voix tremblante alors qu'il demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Un nombre mystérieux, 57, persiste dans son esprit, laissant présager une importance plus profonde encore non révélée. Au milieu du chaos, un compagnon frénétique hurle sur le protagoniste, l'exhortant à sortir de sa torpeur et à s'enfuir dans une direction spécifique. Ensanglanté et ébranlé, le protagoniste peine à se concentrer alors que l'urgence de leur évasion s'intensifie. Alors que le compte à rebours commence, une flotte de vaisseaux futuristes fonce vers une ville lointaine, leurs moteurs brillant férocement contre le ciel orageux, la tension monte à chaque seconde, laissant présager une confrontation imminente qui pourrait tout changer. Le compte à rebours affiche 2. Les yeux du protagoniste sont écarquillés par la panique et la sueur coule sur son visage. Soudain, une voix désespérée hurle « Nous n'avons plus de temps », alors que le chaos éclate autour d'eux, forçant tout le monde à sprinter au milieu du paysage urbain qui s'effondre. Une voix mécanique et menaçante déclare que le protagoniste pénètre sur une propriété privée selon l'article 315 de la loi Castle Law. Elle prévient que l'entreprise va maintenant initier une autodéfense à responsabilité illimitée, signalant une réponse imminente et impitoyable. Des faisceaux laser rouges scannent la zone, accentuant la menace alors que la situation devient de plus en plus dangereuse. Entouré par une nuée implacable de drones, la peur du protagoniste s'intensifie alors que les faisceaux laser s'entrecroisent dans le ciel. Submergé et désespéré, il se demande si l'évasion est encore possible ou si c'est ici que son voyage s'arrêtera. Une arme puissante se verrouille sur sa cible, tirant un faisceau laser rouge mortel avec précision. Pendant ce temps, une silhouette robotique annonce froidement que les chances de secours sont de 0, scellant le destin tragique du protagoniste. La tension grimpe alors que tout espoir semble s'évanouir complètement dans cet assaut sans merci. Dans un plaidoyer désespéré au milieu de l'assaut écrasant, le protagoniste lève son arme vers le ciel avec défi en criant « J'ai 2. L'argent, sa déclaration audacieuse perce le chaos, défiant les sèmes implacables et les forces impitoyables qui se referment sur lui. Avec un sourire féroce et une armure étincelante, le protagoniste déclare avec défi qu'il va leur gagner du temps, prêt à affronter l'attaque de front. Sa confiance transperce le chaos alors qu'il se moque de l'idée de secours, raillant que les héros arrivent toujours trop tard. Alors que les drones d'avertissement ordonnent à tous les utilisateurs payants d'évacuer immédiatement, le protagoniste reste résolu avec ses compagnons au milieu du chaos. Il admet qu'il n'a réussi à leur gagner que 3 minutes, mais avec un ordre déterminé de bouger, il se prépare à affronter la suite. Le compte à rebours de leur ultime résistance a commencé. La sueur perle sur son visage meurtri alors que les yeux écarquillés du protagoniste révèlent un mélange d'incrédulité et de prise de conscience naissante. Se pourrait-il que ce soit vraiment aussi simple ? Sa voix tremble alors qu'il demande « Donc il suffit de payer et c'est tout ?» Entouré par les séquelles d'une bataille brutale, le protagoniste et ses compagnons se tiennent au milieu des ennemis tombés et des débris brisés. Perplexe, il exprime la question qui plane dans l'air, si payer pouvait tout résoudre, alors pourquoi personne ne l'a fait, tout simplement ? Le silence étrange qui suit ne fait qu'approfondir le mystère. La réponse brutale du compagnon coupe la tension, la raison pour laquelle personne ne paye, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Avec urgence dans la voix, il rappelle au protagoniste que le bref répit qu'il a obtenu ne dure que 3 minutes, les pressant de bouger rapidement avant que le temps ne soit écoulé. La question cinglante du protagoniste tranche la scène lugubre, si être fauché signifie qu'on mérite de mourir, c'est quel genre de monde ? La pluie tombe régulièrement sur le sol meurtri, où une silhouette tombée gît immobile sous une basket usée, soulignant la réalité brutale à laquelle ils font face. Les mots froids et impitoyables du compagnon résonnent brutalement, si tu es fauché, tu mérites de mourir, sous une basket usée,
une main ensanglantée et brisée gît écrasée, témoignage brutal de la dure réalité qu'ils affrontent. Au milieu de la pluie incessante et des ruines qui s'effondrent, le trio se tient meurtri mais vivant, leur environnement sinistre étant un rappel brutal de la dévastation du monde, une faible lueur perce le ciel sombre, symbolisant une petite victoire alors que l'un d'eux reconnaît discrètement, quoi qu'il en soit, au moins on s'en est sorti. L'homme au sourire tordu se moque de la situation, dénonçant sarcastiquement la cruauté de l'entreprise tout en désignant le protagoniste blessé et leur compagnon robotique. Malgré le chaos, il demande malicieusement des cadeaux à ses abonnés en ligne, révélant un humour noir au milieu de la sombre réalité. Son expression sauvage et ses paroles provocatrices traversent la tension, exposant la vérité amère derrière les actions de l'entreprise. Le protagoniste blessé remet en question l'aspect pratique d'appeler un centre de soins pendant leur bataille intense, contestant l'idée avec une réplique lasse mais tranchante. L'homme blond réagit avec confusion, peinant à saisir la dure réalité à laquelle ils ont été confrontés à l'intérieur. La tension persiste alors qu'ils affrontent la vérité brutale de leur situation désespérée. Le protagoniste explique froidement que le centre de soins n'existe que pour le profit, pas pour sauver des vies, précisant qu'ils n'accepteront pas un marché perdant. Alors que la pluie tombe à verse, un appareil médical futuriste descend vers le groupe qui se tient au milieu d'un paysage désolé et jonché de décombres. L'inquiétante équipe médicale, vêtue d'un équipement de protection sombre avec des lunettes vertes lumineuses, se prépare à commencer l'opération de sauvetage. Le chef annonce calmement que la zone est sécurisée, signalant le début de l'extraction. Leur présence mécanique, presque inhumaine, ajoute à l'atmosphère troublante alors qu'ils s'apprêtent à affronter ce qui les attend. Une main fine et manucurée touche doucement le cou du protagoniste, ce geste à la fois décontracté et intime contrastant vivement avec la tension ambiante. La voix, taquine et troublante, demande « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» ajoutant une dimension sinistre à la rencontre. Des perles de sueur sur la peau du protagoniste trahissent son inconfort ou son trouble intérieur. La voix troublante s'approche, ses doigts manucurés effleurant le visage du protagoniste alors qu'elle le taquine. « Ouf, tu me détestes ou quoi ?» Le geste intime mais envahissant accentue la tension, laissant le protagoniste trempé de sueur et de malaise. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc et de confusion, la sueur coulant toujours sur son visage alors qu'il balbutie un seul mot. Derrière lui, le visage lumineux du robot affiche une expression impassible, sa voix mécanique tranchant la tension avec un commandement simple et glacial. Le système confirme que l'utilisateur 10314C1 est en sécurité et active le panneau de surveillance vitale, se connectant aux signaux biologiques pour suivre les signes vitaux. Le robot rapporte calmement l'administration d'un stimulant cardiaque, énumérant les dosages précis de dopamine, de norépinéphrine et de fibrinogène sanguin. Pendant ce temps, le protagoniste blessé est allongé sur le lit médical, sa chemise déchirée révélant un bras mécanique et une blessure à la poitrine. Les moniteurs environnants affichent les signes vitaux, soulignant les soins critiques en cours. Allongé sur le lit médical, le protagoniste transpire visiblement, son expression mêlant émerveillement et incrédulité. Il s'étonne de la rapidité avec laquelle des blessures aussi graves ont été guéries, reconnaissant silencieusement les avancées technologiques incroyables. Avec un large sourire presque maniaque, le protagoniste expire une épaisse fumée, annonçant fièrement qu'il a obtenu le forfait premium. Sa main mécanique tient un cigare fumant, accentuant sa confiance audacieuse malgré la situation désespérée. Alors que le vaisseau médical futuriste file à toute allure dans le ciel orageux, la voix du protagoniste transperce la tension, demandant avec une curiosité prudente quelle est leur prochaine destination. Avec un sourire narquois et de la fumée s'échappant de son cigare, le personnage mystérieux déclare avec assurance leur prochaine destination, la métropole. Son visage à moitié peint en crâne et sa main mécanique ornée suggèrent une présence dangereuse mais charismatique, prête à affronter tout ce qui l'attend en ville. Soudainement tiré de son sommeil, le protagoniste ouvre brusquement les yeux, son expression mêlant choc et prise de conscience alors que les moniteurs médicaux scintillent de données urgentes. Une question tranchante rompt le silence, remettant en cause son plan audacieux de traverser la zone de radiation mortelle d'une explosion nucléaire vers Gomorrhe. Ses yeux s'écarquillent d'alarme, une perle de sueur coulant sur son visage alors que le poids de la question se fait sentir. L'interrogation perçante transperce l'air tendu, exigeant de connaître leurs origines au-delà de cette terre hostile. Au milieu du chaos néon brillant de la métropole, le protagoniste et le personnage au visage de crâne partagent un moment de respect mutuel. Malgré leurs origines mystérieuses, la gratitude et la loyauté les lient étroitement. Un robot élégant et futuriste se tient à proximité, témoin silencieux de leur code d'honneur tacite. Alors que le véhicule futuriste fonce vers la métropole tentaculaire,
une promesse flotte dans l'air, un accueil digne de ce nom les attend à leur arrivée, la silhouette imposante de la ville se profile à l'horizon, vibrante mais menaçante, tel un phare d'espoir au milieu du chaos. Une publicité clignote pour le Red Clay Little Stove 8U Pro Minimax, une arme pour enfants puissante mais abordable, fabriquée en polyester imprimé en 3D, un matériau sûr et non toxique même s'il est ingéré, commercialisé comme le seul choix d'arme pour enfants, elle promet à la fois sécurité et amusement. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc, la sueur coulant sur son visage alors que le robot élégant prononce calmement un seul mot, taper, le moment est lourd de sens sous-entendu, la tension entre l'homme et la machine est palpable. Le paysage urbain tentaculaire brille de néons et de gratte-ciel imposants, un labyrinthe éblouissant mais intimidant, le protagoniste se demande à haute voix si un endroit aussi vibrant pourrait vraiment être sûr pour deux individus sans papier comme eux, la question persiste, soulignant l'incertitude qui plane sur leur voyage. Le robot explique que la métropole abrite 30 millions de résidents permanents, avec un trafic constant apportant un mélange diversifié de personnes, il assure que, selon ses calculs, les chances d'attirer l'attention des factions rivales sont minimales, la foule se déplace comme une mosaïque vivante, mélangeant d'innombrables identités dans le pouls chaotique de la ville. Le robot assure que les traces de la station spatiale ont déjà été grossièrement effacées par des mercenaires, éliminant tout besoin de s'inquiéter. Ce rappel apporte une couche de sécurité à leur situation précaire, l'image d'accompagnement montre une vue de type satellite d'un paysage désolé et cratérisé, soulignant la minutie du nettoyage. Un personnage vif portant un masque squelettique accueille les nouveaux venus avec enthousiasme, levant la main en signe de bienvenue alors que la métropole illuminée par les néons se dresse autour d'eux, le protagoniste et son compagnon robotique lèvent les yeux, contemplant le paysage urbain éblouissant rempli d'immeubles imposants et d'enseignes vibrantes. L'énergie de la jungle urbaine bouillonnante palpite à travers la nuit pluvieuse, marquant leur arrivée dans ce monde tentaculaire et chaotique. Un personnage confiant frappe le sol de sa botte avec autorité, exigeant les meilleures femmes que la ville puisse offrir, le décor vibrant et éclairé au néon palpite d'énergie, soulignant l'audace du défi. L'homme sauvage au masque squelettique éclate de rire, insistant bruyamment pour qu'il ne recule devant aucune dépense pour choyer le protagoniste, son sauveur. Le compagnon robotique se tient silencieusement à proximité, tandis que le héros stoïque reste calme, les bras croisés, alors que la pièce éclairée au néon palpite d'une énergie vibrante. Baigné de teintes néon, un personnage mystérieux se prélasse de manière séduisante à l'intérieur d'un verre à martini géant, l'eau s'égouttant de sa forme vibrante et surnaturelle alors qu'il appelle d'un « darling » aguicheur, la scène surréaliste palpite de l'énergie électrique de la ville, mêlant l'allure et le bizarre dans cette nuit urbaine chaotique. Un personnage captivant aux yeux dorés brillants et aux cheveux longs et vibrants émerge, son sourire espiègle et ses oreilles félines ajoutant à sa présence enchanteresse, d'un ton taquin, elle annonce « Ta chérie est là », marquant son entrée dramatique dans le chaos éclairé au néon. Ses doigts tracent des cercles provoquants sur son cou, un sourire malicieux dans la voix alors qu'elle ronronne « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» accentuant l'atmosphère tendue avec un mélange de séduction et de défi, le malaise du protagoniste est palpable. La sueur perlant alors qu'il lutte pour garder son sang-froid sous son toucher intime et troublant. Sa main s'attarde sur sa joue, ses ongles brillants alors qu'elle le taquine, « Ouf, tu me détestes ou quoi ?» La tension s'épaissit, sa sueur trahissant la tempête d'émotions sous sa façade calme. Ses yeux s'écarquillent de choc, ses pupilles tourbillonnant alors qu'il se fixe sur la mention soudaine de « lumière », le mot le frappant avec une intensité inattendue. La tension dans son regard révèle une préoccupation profonde et urgente sous son calme apparent. Ses yeux brillent d'une intensité hypnotique alors qu'elle se penche plus près, sa voix dégoulinante de promesses et de défis. « Alors, quel genre aimes-tu ? » « Je peux être n'importe quoi, » murmure-t-elle, brouillant la frontière entre tentation et menace, l'air s'épaissit, ses paroles flottant lourdement alors qu'elle s'offre à la fois comme un mystère et une arme. Un personnage sauvage et grimaçant fait irruption sur la scène en s'exclamant avec une énergie contagieuse, « Frérot ! Bienvenue dans la cité de la liberté !» Le protagoniste semble épuisé et mal à l'aise, pris au dépourvu par cette arrivée soudaine, tandis que la femme vibrante aux oreilles de chat à ses côtés observe avec une expression calme et illisible. Avec une gestuelle enjouée, le personnage sauvage fait un signe invitant, suggérant qu'il y a plus à explorer au-delà du choix actuel, son ton porte un rythme léger, presque musical, suggérant des possibilités infinies qui attendent juste hors de vue. Le personnage sauvage se moque de la faiblesse du protagoniste, le taquinant pour avoir fini trop vite et avoir blessé les sentiments de la femme aux oreilles de chat. Derrière lui, un compagnon robotique ajoute un soupir compatissant,
déplorant que le héros soit déjà épuisé malgré sa jeunesse. Le protagoniste grimace, trempé et clairement frustré, se plaignant d'avoir été traîné dans un tel endroit juste après être entré dans la ville, son épuisement et son inconfort sont palpables, soulignant l'accueil brutal qu'il a reçu. Pendant ce temps, le personnage sauvage regarde avec un sourire malicieux, imperturbable face aux plaintes du héros. Le personnage sauvage donne un coup de poing dans l'air avec confiance, expliquant qu'il a dépensé beaucoup pour garantir un spectacle pour tout le monde, le qualifiant d'incroyable. Derrière lui, le compagnon robotique se tient prêt, sa présence ajoutant du poids au moment. Le personnage sauvage, à moitié peint comme un crâne, capture avec excitation le moment sur son téléphone, les yeux écarquillés d'émerveillement, il encourage le protagoniste à l'impressionner encore plus, criant pour un salto afin d'augmenter le spectacle, son enthousiasme électrise la scène, poussant vers un show encore plus fou. Des perles de sueur coulent sur son visage alors qu'il regarde avec incrédulité, le poids du chaos de la ville pesant sur lui, sa frustration explose, remettant en question la nature même de cet endroit. « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette ville ?» marmonne-t-il, pris entre épuisement et incrédulité. Le protagoniste, visiblement vidé mais résolu, exige le paiement de son sauvetage, mettant tout le reste de côté, son expression fatiguée contraste vivement avec la réaction choquée du personnage sauvage, soulignant le sérieux derrière cette simple demande. La tension monte alors que le héros insiste sur les 30 pièces dues, précisant bien qu'il ne s'agit pas d'une simple faveur. Le personnage sauvage admet nerveusement qu'il n'a pas d'argent pour payer, même si cela devait lui coûter la vie. Il revendique avec suffisance la propriété de la main prothétique du protagoniste, un précieux modèle de combat Black Titan de chez WorldTech, affirmant son contrôle sur celle-ci comme moyen de pression. Le protagoniste rejette fermement la revendication du personnage sauvage, lui rappelant que leur contrat de sauvetage a été signé avant que la main prothétique ne soit volée, elle ne peut donc pas servir de paiement. Sa position calme et résolue contraste avec la réaction choquée du personnage sauvage, tandis qu'une troisième personne tente de désamorcer la tension, exhortant tout le monde à rester calme. Le personnage sauvage tente nerveusement de justifier son absence de paiement en rappelant à tous le voyage coûteux qu'ils ont entrepris, insistant sur le fait que l'argent doit être dépensé judicieusement sinon il est gaspillé. Malgré ses explications frénétiques, il finit par admettre, avec un sourire tremblant, qu'il n'a vraiment plus d'argent pour payer. Le protagoniste accepte à contre-cœur de renoncer au paiement immédiat, demandant à la place de loger chez le personnage sauvage dans la métropole pendant quelques jours. Il demande également de l'aide pour obtenir un système neural complet, promettant de rembourser la dette une fois qu'il aura l'argent. Intérieurement, il reconnaît qu'il ne récupérera probablement pas l'argent mais voit cela comme un moyen de s'assurer une aide future. Le personnage sauvage accepte de laisser le protagoniste rester, mais l'avertit de ne pas impliquer le BCPD et insiste sur le fait que c'est la dernière faveur qu'il lui accorde. Le protagoniste lui rappelle avec insolence que les vrais amis s'entraident, tandis que la troisième personne observe, notant silencieusement à quel point le personnage sauvage apprend vite. Le protagoniste se retrouve à l'extérieur d'un district pluvieux éclairé au néon dans le Queens, le paysage urbain bourdonnant d'enseignes électriques et de bâtiments imposants. En contemplant la scène urbaine brute, il murmure doucement « cet endroit », suggérant un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Un malaise tendu s'installe chez le protagoniste alors qu'il observe la scène sinistre devant lui, décors en décomposition et des enseignes au néon vacillantes dépeignent un tableau de danger. La ruelle détrempée par la pluie, jonchée de cadavres, ne laisse aucun doute, on est loin d'un endroit sûr. Il marmonne entre ses dents, ça n'a pas l'air d'être un bon quartier, reconnaissant la dure réalité à laquelle ils font face. Le personnage sauvage rassure le protagoniste, minimisant la menace des silhouettes inquiétantes autour d'eux, les qualifiant de simples camés au cerveau grillé. Confiant et imperturbable, il explique que malgré leur apparence effrayante, ils ne sont pas vraiment dangereux, un coup de feu rapide suffit à les tenir à distance. Le personnage sauvage se penche avec un sourire sinistre, expliquant que les escaliers ont un contrôle d'accès strict. Il assure au protagoniste que le chaos du bas ne les atteindra pas une fois qu'ils vivront à l'étage. Un œil mécanique acéré fait une mise au point intense, sa lentille brillant d'une lumière froide et calculatrice. La voix du personnage sauvage transperce la tension, assurant au protagoniste qu'il s'agit de mondes divisés, des réalités séparées qui maintiennent le chaos confiné. Il lui dit de se détendre, promettant la sécurité au-delà de ce point. L'homme confiant avec la queue de cheval demande avec empressement l'avis de son frère, affirmant que l'endroit n'est pas mal. Pendant ce temps, le frère cadet et leur compagnon robotique échangent des regards peu impressionnés, le frère notant silencieusement l'odeur de moisi et de renfermé qui flotte dans l'air. D'un claquement de doigts secs,
l'homme confiant déclare que c'est l'endroit de son pote, affirmant un sentiment de propriété et de familiarité malgré l'environnement sinistre. L'homme confiant révèle que le locataire d'origine est mort, mais qu'il détient l'accès à la porte et a donné la permission de rester. Il avoue une incertitude quant au nombre de mois de loyer prépayé mais conseille aux autres de rester pour l'instant et de s'occuper du propriétaire si une expulsion survient. Le trio se tient debout surplombant un paysage urbain vibrant et détrempé par la pluie, réfléchissant à leur prochaine action. L'homme confiant balaie la tension, disant aux autres de se reposer pendant qu'il prévoit de s'occuper du problème du système nerveux demain. Il mentionne joyeusement qu'il repart pour s'amuser, ne voulant pas gaspiller l'argent qu'il a dépensé au Club 69, avec un sourire narquois. Il ajoute que sa mère lui a toujours appris à être économe, quoi qu'il arrive. Alors que l'homme confiant s'apprête à partir, il propose nonchalamment de surveiller leurs compagnons pour éviter toute évasion soudaine. Le protagoniste, détendu et confiant, décline l'offre, signalant son calme face à la situation. Il les rassure sur le fait que leur compagnon streamer ne s'enfuira pas, mais insiste pour qu'ils surveillent l'endroit ce soir afin d'éviter toute intrusion. L'éclat néon de la ville vacille à travers la pluie, créant une toile de fond tendue mais vibrante pour leur veille inquiète. Enfin, le protagoniste s'accorde un moment de calme, ses yeux fatigués à moitié clos alors qu'il s'installe dans le silence. La tension dans la pièce s'apaise légèrement alors qu'il pense « Enfin, je peux me détendre un peu ». Le protagoniste réfléchit avec amertume à la façon dont l'intervention de Tapé lui a sauvé la vie aujourd'hui, bien que sa situation reste désespérée, entouré de personnes imprévisibles dotées de prothèses. Il reconnaît son propre handicap et le chaos qui plane toujours. Malgré tout, il se raccroche au fil fragile de la survie. Alors que la pluie tombe doucement contre la fenêtre, le protagoniste contemple le vaste paysage urbain éclairé par les néons, sa silhouette paraissant minuscule face à cette jungle urbaine. Un profond soupir lui échappe alors qu'il souhaite que cette dure réalité ne soit rien de plus qu'un rêve éphémère. L'horizon lumineux se brouille à travers la pluie, reflétant son profond désir d'échapper au chaos qui l'entoure. Déterminé, il s'endurcit, réalisant que l'apitoiement sur soi ne le sauvera pas. Il sait qu'il doit s'adapter rapidement ou faire face à des conséquences fatales la prochaine fois que le danger surgira. Le poids de la survie l'accable, mais il refuse de céder. Une figure mystérieuse, vêtue d'une armure futuriste et d'un casque brillant, s'adresse au protagoniste avec un seul mot, Tapé. Le protagoniste, pris au dépourvu, répond avec confusion en demandant « Quoi ?» La tension s'épaissit alors qu'un message ou un ordre inconnu reste en suspens. Le protagoniste, désormais concentré et déterminé, demande un compte rendu clair des détails clés de la ville. Il veut savoir qui détient le pouvoir et quelle est la structure des forces de sécurité, cherchant des informations cruciales pour naviguer dans le dangereux paysage urbain qui l'attend. Le personnage mystérieux répond par un acquiescement simple, presque enjoué, « Oh, lecture ». Son casque affiche un symbole critique aux côtés d'une série de points et d'une forme semblable à Pac-Man, suggérant un message codé plus profond sous la surface. La figure en armure projette un briefing holographique détaillé, expliquant qu'après la disparition des gouvernements, de grandes corporations gouvernent désormais conjointement la ville. Elle décrit les origines corporatistes du conseil municipal, la plus grande société de sécurité, et évoque une sombre histoire d'espionnage et de guerre corporative, tandis que le protagoniste réagit avec un « encore des pubs, hein, las ». Le protagoniste analyse l'explication détaillée d'un implant de système nerveux de pointe, réalisant qu'il fonctionne comme un smartphone intégré directement dans le cerveau. L'implant ne se contente pas de se lier aux prothèses et d'afficher le nombre de munitions, il offre également une protection contre le piratage et prend en charge diverses puces d'amélioration, contrôlant la douleur et la force physique selon sa sophistication. Le personnage en armure prévient que la technologie de l'implant est ancienne et incompréhensible pour la plupart, mais que le protagoniste est unique et vulnérable. Malgré ses défenses avancées, rien ne garantit que quelqu'un n'exploitera pas une porte dérobée cachée pour le contrôler comme une marionnette. Le protagoniste grogne de frustration, accablé par la nature envahissante de l'implant qui s'interface directement avec son cerveau. Malgré le mal de tête que cela provoque, il reconnaît que vivre sans est presque impossible comme essayer de survivre à l'ère de la 5G sans téléphone. Conflit et accablé, le protagoniste lutte avec la décision, doit-il installer l'implant ou non? Le poids du choix pèse sur lui, l'incertitude étant évidente dans ses yeux fatigués. L'esprit du protagoniste s'emballe de doutes, déchiré entre l'envie d'installer l'implant et la peur de perdre le contrôle. Des perles de sueur coulent sur son visage alors qu'il marmonne des ordres contradictoires, pris dans une bataille mentale avec lui-même. Alors que le protagoniste reste éveillé, toujours en proie à ses pensées,
une voix vive brise le silence, l'incitant à bouger, son compagnon énergique le salue joyeusement, prêt à partir, tandis qu'une autre silhouette demande pourquoi il est debout si tôt. L'intrusion soudaine fait sursauter le protagoniste, le tirant de sa lutte intérieure. Le compagnon énergique se moque du protagoniste qui a encore besoin de dormir, le traitant de démodé et le poussant à se dépêcher de faire l'opération de l'implant. Le protagoniste répond par un « génial », fatigué et peu enthousiaste, visiblement non convaincu. Irrité par les moqueries du robot, le protagoniste réplique, exigeant qu'il montre un peu de politesse et arrête de donner des surnoms au hasard aux gens. Sa frustration est évidente alors qu'il serre sa veste déchirée, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Une soudaine bouffée d'excitation emplit l'air lorsque le compagnon énergique aperçoit quelqu'un de familier, s'exclamant avec surprise de la coïncidence de voir Linda vivre à proximité. Le fond rayonnant et les motifs d'étoiles soulignent la joie inattendue de cette rencontre. Pendant ce temps, le protagoniste et une autre figure observent, pris au dépourvu par ce salut animé. Le protagoniste regarde silencieusement Linda s'éloigner, l'air troublé. Il réfléchit à quel point il est dur pour quelqu'un de si jeune d'être forcé à un tel travail juste pour survivre, se demandant ce qu'elle doit ressentir intérieurement. Une perle de sueur trahit son inquiétude et son empathie grandissante. La compagne évacue sa frustration, qualifiant la journée de terrible après avoir dû gérer une personne agaçante après l'autre. Son expression mélange épuisement et irritation alors qu'elle raconte sa série de rencontres malheureuses. Un personnage malicieux apparaît soudainement, souriant largement avec un visage peint en demi-crâne, saluant nonchalamment d'un enjoué « Quoi de neuf, frérot ?» Son attitude vive contraste fortement avec la tension précédente. Le personnage enjoué taquine le protagoniste sur le fait de connaître « Little Belite » comme voisine, suggérant qu'il doit être impatient de revenir. Le protagoniste, visiblement agacé, l'avertit d'arrêter de donner des surnoms aux gens et insiste sur le fait qu'elle n'a probablement pas envie de les voir après le travail. Le personnage malicieux annonce son arrivée avec un cri enjoué, se déclarant « Idol Street », tout en s'avançant d'un ton confiant et moqueur. La scène se déplace vers une statue massive et délabrée avec des barres de fer apparentes, symbole frappant de décomposition et de négligence. Notre héros s'émerveille que structure aussi croulante ne se soit pas encore effondrée, soulignant l'inquiétante résilience du lieu. Un véhicule en excès de vitesse surgit soudainement, ses phares perçant l'obscurité. Le protagoniste réagit instantanément, criant « Merde !» alors qu'il se prépare à l'impact. La force de la collision l'envoie valser, emporté dans un flou de mouvements et de chocs. Le véhicule s'arrête enfin devant un bâtiment éclairé par des néons, ses enseignes lumineuses projetant une teinte vibrante sur la rue pluvieuse. Une voix appelle de l'intérieur, disant aux protagonistes qu'ils sont arrivés et de descendre. Malgré la technologie de pointe qui les entoure, le protagoniste ne peut s'empêcher d'être surpris que des couronnes funéraires soient toujours utilisées. Debout devant l'enseigne lumineuse, Funeral Fun Shop, lui et son compagnon observent ce mélange inhabituel de tradition et de modernité. La pluie ajoute une ambiance sombre alors qu'ils contemplent les coutumes persistantes dans ce lieu étrange. Les yeux du protagoniste s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il observe l'assortiment bizarre d'objets devant lui. Il marmonne pour lui-même, accablé par le mélange étrange de produits préservatifs Ukiyo et Durex, linceul sexy et vibromasseur en papier mâché, soulignant à quel point cette journée est devenue surréaliste. Son incrédulité s'accentue lorsqu'il remarque des images holographiques d'idoles cybernétiques parmi l'étrange marchandise funéraire, mélangeant la pop culture numérique aux sombres traditions entourant la mort. La curiosité du protagoniste s'aiguise lorsqu'il repère une silhouette étrange, à moitié cachée dans la lumière néon et les circuits. Il se demande à haute voix si cette entité bizarre pourrait être un moine de style japonais, mêlant tradition ancienne et technologie futuriste. L'atmosphère surréaliste s'intensifie, le laissant à la fois intrigué et troublé.